Alors pour cette capsule-ci, on va terminer notre étude de la cinématique en se penchant de façon plus précise sur l'explication, la description du mouvement de rotation. On fait donc un passage maintenant au chapitre 11 et on va y revenir aussi dans les prochains modules. Je vais me tourner vers les diapos. Et ce qu'on va faire essentiellement pour notre cinématique, on va suivre la même démarche que celle qu'on avait suivie en translation. On va commencer par introduire des définitions, position, mais position angulaire, déplacement angulaire, vitesse angulaire et accélération angulaire. Et on va voir comment décrire le mouvement de rotation. Alors, on introduit la position. C'est ici la position d'un point sur la roue angulairement par rapport à l'axe horizontal. Les angles sont décrits positivement dans le sens anti-horaire, mais pourraient être décrits négativement dans le sens horaire. Or, une première position, ici, position initiale, un déplacement, comme on avait vu, un déplacement linéaire, c'était un x final moins un x initial. Ici, ça va être un θ final moins un θ initial. Donc, un angle, une position finale moins une position initiale, ça va être le déplacement angulaire. Et de la même façon qu'on avait vu que la vitesse moyenne, c'était le déplacement divisé par le temps, mais la vitesse angulaire moyenne, ça va être le déplacement angulaire divisé par le temps, et ainsi de suite pour l'accélération angulaire. Je vais passer momentanément à un document que je vous ai préparé, dans lequel je fais la comparaison entre les variables qu'on a utilisées en translation et les variables en rotation. Position, c'était x, la variable, ou y ou z, en mètres. Position angulaire, θ, en radians. Le déplacement, c'était une position finale moins une position initiale, et les unités, c'est les mètres. Et notez que c'est vectoriel. Le déplacement angulaire, ça va être une position angulaire finale moins initiale, et c'est en radians, et ce ne sera pas vectoriel, bien qu'au niveau de la vitesse et de l'accélération angulaire, on aurait pu le faire, mais nous ne le faisons pas dans ce cours-ci. La vitesse, on a dit c'est un déplacement divisé par le temps, delta x sur delta t, ben la vitesse angulaire, ça va être un déplacement angulaire divisé par le temps en radians par seconde. L'accélération, c'était la vitesse divisé la variation de vitesse divisée par le temps en mètres secondes carrés. L'accélération angulaire, ça va être la différence de la variation de vitesse angulaire divisée par le temps en radians par seconde carré. Les relations qui s'établissent pour passer d'un domaine à l'autre, du domaine angulaire au domaine linéaire ou vice-versa, ben, c'est celle-ci. Par exemple, la longueur d'un arc de cercle, on l'a déjà décrit, c'est R fois θ, lorsque θ est exprimé en radians. La vitesse, ben, c'est ds dt, ça va être R fois dθ dt, et ça, c'est RW. Et l'accélération en mètres secondes carrés, c'est l'accélération angulaire multipliée par le rayon. Alors, on voit qu'il apparaît toujours la même constante qui nous fait passer d'un domaine à l'autre. On va revenir rapidement au diapo. Les relations dont je viens de parler, W, c'est le déplacement divisé par le temps. Et si on allait à la vitesse instantanée, ça c'est le dθ dt. Alpha, l'accélération angulaire, c'est la variation de vitesse angulaire par le temps. Et aussi, ça pourrait être instantané. Les équations du mouvement dans la cinématique de rotation, ben, c'est la même chose, les mêmes schémas de pensée que vous avez développés pour la translation, vous les appliquez pour la rotation, sauf qu'on applique nos nouvelles variables. Pourquoi c'est identique, et on ne prendra pas la peine de le démontrer, c'est parce qu'entre W et V, il y a une constante qui fait la différence. Entre A et alpha, il y a une constante, et dans tous les cas, c'est seulement une constante, c'est le rayon R, et toutes les démonstrations qu'on a déjà faites s'appliquent. Juste avant d'aller regarder l'exemple 11.3, dans lequel on va appliquer tout ça, je vais regarder une ou deux autres petites diapos. Cette relation-là entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Imaginez un disque rigide
je prends un point ici sur une circonférence intérieure et un autre point sur la périphérie, sur la plus grande circonférence. S'il y avait deux points ici, ils seraient sur le même rayon, donc ils se déplacent à la même vitesse angulaire, mais un point situé à l'extérieur doit couvrir plus de centimètres qu'un point à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, c'est normal que même s'ils ont la même vitesse angulaire, ils n'ont pas la même vitesse linéaire. Même vitesse angulaire en radians seconde, mais pas la même vitesse angulaire linéaire en centimètres par seconde. Vitesse θ et ainsi de suite. D'autres relations entre l'accélération tangentielle en mètres secondes carrés et l'accélération angulaire en radians par seconde carré. Ici, l'accélération centripète en mètres par seconde carré, lorsqu'on veut la calculer en utilisant la vitesse angulaire, ben, on sait que V égale WR, donc V carré sur R donne W carré R carré sur R, donc W carré R. Le W ou oméga, c'est la même chose. Ces relations ici se servant de Pythagore. Bon, pour illustrer ça, on va aller regarder un premier exemple. On va aller regarder l'exemple 11.3 qui est en page 348 de votre manuscrit. Or, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on a une turbine qui tourne initialement 5000 tours minute. Sa vitesse angulaire diminue, donc on a une accélération angulaire négative. Elle passe à 3000 en 35 secondes. Et là, après ça, elle se déplace, elle tourne à vitesse angulaire constante jusqu'à 60 secondes. Et on demande l'accélération angulaire et on demande aussi combien de tours la turbine effectue-t-elle entre 0 et 60 secondes. On aura un premier mouvement en décélération et un mouvement ensuite à vitesse angulaire constante. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Ça, c'est le genre de schéma auquel je m'attends de votre part. On représente ici l'axe du temps, trois événements à t égale 0. On a une vitesse de 5000 tours minute avec une accélération. Si la vitesse est dans ce sens-ci, par convention, elle est négative, l'accélération va être positive, en sens anti-horaire positif. À 35 secondes, on a une nouvelle vitesse angulaire qui est 3000 tours minute et l'accélération angulaire tombe à 0 et ça continue à vitesse angulaire constante jusqu'à 60 secondes. On va apprendre à convertir les vitesses angulaires en tours minute à radians secondes. On va faire disparaître les tours, donc on voit qu'il y a 2 pi radians par tour, les tours disparaissent et apparaissent les radians. On va faire disparaître les minutes, il y a 1 minute par 60 secondes. Les minutes disparaissent et à la fin, on a 523,6 radians secondes. On applique la transformation pour W1. L'accélération angulaire, par définition, vitesse angulaire finale moins initiale, et on trouve une décélération. En effet, l'accélération angulaire est moins 5,98 radians par seconde carré. Il nous demandait de calculer le nombre de tours du temps t égale 0 au temps t égale 60. Il y a d'abord un MCUA pour les 35 premières secondes, suivi d'un MCU pour les 25 secondes restantes. On connaît tout, on applique notre équation du MCUA avec vitesse angulaire initiale, accélération angulaire, on trouve 14 660 tours. Pour le reste du parcours, qui est en MCU, on prend le θ initial, qui est celui auquel on est parvenu à la fin du MCUA, plus tout ajout dû à avoir appliqué la vitesse angulaire W1 pendant les 25 secondes restantes. On trouve au total 22 500 tours de radians. Pour convertir ça en nombre de tours, on utilise le fait que θ final est un nombre de tours avec 2 pi radians pour chaque tour. On isole le n. 22 500 divisé par 2 pi, ça nous donne 3580 tours. Pour continuer ceci, on va aller regarder deux exercices dans votre manuscrit, les exercices 12 et 16.
Alors voici le problème 12 en page 370. On a la position angulaire d'un tourniquet est de 1,50 radians. C'est positif, ça veut dire que ça a été pris dans le sens anti-horaire. Sa vitesse angulaire est de 2,50 radians seconde, positif, donc anti-horaire. À t égale 5,80 secondes, sa position angulaire est de moins 1,20 radians. Donc, on pense que ça s'en va maintenant dans le sens horaire. Il faut donc imaginer qu'il y a une accélération en sens inverse. Et on pose différentes questions. Vitesse à 5,80 secondes, accélération angulaire, et ainsi de suite. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Alors, je reprends la description. Au temps initial, la position angulaire est de 1,50 radians. C'est marqué de façon positive, donc c'est dans le sens anti-horaire qu'il faut calculer l'angle. Au temps θ2, on nous donne plutôt une position négative de moins 1,20 radians, ce qui nous indique qu'on est en train de calculer dans le sens horaire. Alors, ce qu'il faut se représenter, c'est la chose suivante. Le tourniquet va continuer pendant un certain temps, va atteindre et va perdre de la vitesse et ensuite va partir dans l'autre direction. Il faut donc imaginer une accélération angulaire positive. On a une vitesse angulaire en sens anti-horaire, mais on est en train de perdre la vitesse. On va arriver à un endroit où la vitesse angulaire va être 0. Ça va être la position maximale du tourniquet, qui est la question numéro C. Et ensuite, on va partir dans l'autre direction. Alors, on nous pose différentes questions. Valeur de oméga au point 2. Ben, on applique une de nos formules. Delta θ égale W2 plus W0 sur 2 fois delta T. Et delta θ, c'est final, moins 1,20, moins initial, 1,5. Et on trouve W2 est moins 3,43 radians par seconde. C'est vraiment une vitesse dans le sens horaire. La valeur de alpha, ben, c'est W2 moins oméga 2 moins oméga 0 sur delta T. Ça donne moins 1,02 radians par seconde carré. Quelle a été la position angulaire maximale de θ1? Ben, c'est arrivé au moment où la vitesse angulaire est passée par 0, avant que le mouvement change de direction. Alors, dans notre équation du mouvement, ben, on écrit 0 égale 2,5 moins 1,02t. On trouve le temps auquel ça arrive, qu'on réinjecte ensuite dans l'équation du mouvement, θ1, et on va trouver cet angle-là, qui est 4,56 radians. Donc, on est parti de 1,5, on est monté à 4,56, on s'est arrêté et on est redescendu à moins 1,20. À quel instant passe-t-on à θ égale 0? Bon, on fait seulement placer 0 dans notre équation du mouvement. On connaît alpha, on connaissait W0 et on va trouver que ça arrive à 5,44 secondes. On va discuter un autre exercice qui est l'exercice 16. Dans cet exercice-là, on a une meule de rayon 10 cm qui tourne à 500 tours minute. Elle va prendre 48,9 secondes pour s'arrêter et on pose des questions concernant son accélération à 48 secondes. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. OK. Alors, on représente sur un axe du temps 3 événements, une position initiale avec une vitesse initiale. On est en train de décélérer, donc j'ai une accélération en sens inverse de la vitesse angulaire. À 48 secondes, il reste quand même encore de la vitesse. Et à 48,9 secondes, la meule est arrêtée. On nous demande la vitesse linéaire d'un point sur la circonférence, ben V égale WR. Et on va convertir le 500 tours minute en radians par seconde et on va multiplier par R pour obtenir maintenant la vitesse non pas en radians par seconde, mais en mètres par seconde et on trouve moins 5,24 mètres par seconde. Le moins vient du fait que Uθ est par convention en sens anti-horaire et qu'ici on dit que la roue tourne en sens horaire.
j'ai gardé plus de chiffres significatifs pour arriver au même résultat que le livre à la fin. À t égale 48 secondes, l'accélération a deux composantes. Une accélération tangentielle, qui multiplie le vecteur unitaire tangentiel, et une accélération centripète, qui multiplie le vecteur unitaire UR. Le moins qui est là est relié au fait que UR est toujours pointant vers l'extérieur, alors que l'accélération centripète pointe vers le centre. En θ, on commence par calculer alpha, qui est W2 moins W0, et à θ, l'accélération, ça va être alpha fois R, 0,107 mètres secondes carrés. La vitesse dont on a besoin ici, ben, c'est la vitesse initiale plus cette accélération-là fois le temps de 48,0 secondes. Et on va trouver que la vitesse 1, maintenant, est à 48 secondes, est de moins 0,096 mètres par seconde au lieu du moins 5,24 qu'on avait au temps initial. On introduit ça dans notre équation pour l'accélération centripète et voici ce qu'on trouve. Le module de l'accélération, ben, on le trouve en faisant Pythagore en appliquant Pythagore à nos deux composantes, tangentielle et centripète. Je vais revenir à nos diapos. On va aller regarder maintenant quelque chose d'assez intéressant au point de vue de la mécanique, qui est la transmission de la rotation. Or, si on a un mouvement de rotation d'un axe qu'on veuille transmettre à des poulies, bon, on peut accrocher les deux poulies au même axe et les deux vitesses angulaires seront identiques. Si on veut le faire, cette transmission-là, à travers une courroie ou une chaîne, comme sur un vélo, ben, on va faire passer une courroie d'une poulie à l'autre. Et le point important, c'est le suivant. La vitesse en centimètres par seconde de la courroie doit être la même ici, quand elle est accrochée à la petite poulie, que là, quand elle est accrochée à la plus grande poulie. Pourquoi? Parce que c'est la même courroie. Et on aura donc que les deux vitesses linéaires doivent être égales, ce qui va faire qu'il va y avoir une relation entre les vitesses angulaires. W2 va être égal à R1 divisé par R2 fois W1. On aura, quand ici on fait 3 tours, on fera beaucoup moins de tours ici, et tout ça peut se calculer. Ça peut se faire aussi si les poulies sont simplement en contact. Quand celle-ci fait, disons, 2 tours, celle-ci va faire un peu moins de tours. Ou le fait de la poulie par une courroie, ben, ça peut être transmis aussi par des roues d'engrenage. S'il est vrai ici que W1 R1 égale moins W2 R2 et que c'est encore là quand 1 cm de la poulie bleue passe, il faut que 1 cm de la poulie rouge passe et ça relie les vitesses linéaires. C'est la même chose pour les roues d'engrenage. Comme les roues doivent avoir les mêmes dents, la même largeur, plus il y a de dents sur le grand plateau, ben, il va tourner moins vite que sur le pignon qui contient moins de dents. On va aller voir ça en regardant un exemple qui est l'exemple 11.11. On va aller le regarder dans votre manuscrit, mais tout de suite. Le pédalier, le plateau du pédalier, va faire un certain nombre de tours par seconde. Ces tours-là vont être transférés au pignon de la roue par les équations qu'on a vues et le pignon est relié à la roue, donc le oméga 2 du pignon va être égal à oméga 3 de la roue et on va nous poser différentes questions. On va les regarder dans le manuscrit à la page 367. Alors voici en quoi consiste l'exemple. On a un cycliste qui pédale à raison de 100 tours par minute. Le vélo est muni de roues de 684 mm.
le pédalier a 50 dents et le pignon a 15 dents. C'est-à-dire que quand le plateau fait un tour complet, 50 dents tournent, ils vont faire tourner un peu plus de 3 fois le pignon, puisque le pignon n'a que 15 dents. Or, c'est ce que j'avais dit, on nous demande la vitesse du cycliste en km/h. La vitesse va être donnée par la vitesse linéaire, ça va être W3 fois le rayon de la roue. Ça va nous donner la vitesse en mètres par seconde et ensuite en kilomètres/heure. Le W3 est égal au W2 et le W2 est relié au W1 par les équations qu'on a déjà dites et on va être capable de calculer la vitesse linéaire du vélo. On va compléter ceci en allant regarder un autre exercice qui est le problème 48 à la page 374 du manuscrit. Or, ce problème, c'est celui-ci. On a un moteur qui prend 4,50 secondes pour passer du repos à 800 tours minute. On a une poulie de 1,50 cm sur le moteur et c'est rattaché par une courroie à une poulie de 10 cm et on pose différentes questions. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Voici la situation. On a le petit moteur, la grande roue, 800 tours minute converti en radians par seconde. L'accélération angulaire du moteur, c'est d'être passé de 0 à 83,78 radians seconde en 4,5 secondes. On voici son accélération angulaire. Maintenant, l'accélération angulaire de la grande roue est reliée à celle de la petite roue par le fait que en mètres par seconde carré, il faut que la courroie ait accéléré de la même manière du côté du moteur que du côté de la grande roue. Or, on relie les accélérations linéaires, alpha 1, R1, entre elles, à égal alpha 2, R2. On va isoler alpha 2 est égal à alpha 1 fois R1 sur R2 et on trouve 2,79 radians seconde carré. Donc, quand celle-ci fait une certaine accélération angulaire, la suivante fait une accélération angulaire beaucoup moindre. C'est des procédés qu'on peut utiliser dans différentes situations de design mécanique. Le nombre de tours, delta θ1, ça va être un demi alpha 1 t carré. On calcule en radians, on convertit ça en nombre de tours et on trouve 30 tours. Pour la deuxième, pour la grande roue, on fait que le même arc de cercle doit être parcouru par la courroie, même grandeur de courroie qui passe, que ce soit sur le petit moteur que sur la poulie. Et ça, c'est R1 θ1 égale R2 θ2. Et on trouve que le θ2 est relié par les rapports des rayons. On convertit le nombre de tours et ainsi de suite. Alors, ceci complète notre passage au chapitre 11 pour la description du mouvement de rotation. On avait déjà commencé à faire ça dans le chapitre 4 en parlant du MCU et du MCNU. Maintenant, ce qu'on voit à la fin de ce module-ci qui portait sur la cinématique de translation et de rotation, ce qu'on peut conclure maintenant, c'est qu'on a en main tous les outils pour décrire n'importe quel mouvement dans l'espace 3D ou 2D. Parce qu'on sait que on peut faire avec des mouvements de translation suivis de mouvements de rotation qui peuvent être seulement des arcs de cercle sur des rayons différents. Or, avec la description de ces deux types de mouvements, on peut maintenant décrire n'importe quel mouvement dans l'espace 3D et c'est ce qu'on fait couramment en robotique, en aéronautique et ainsi de suite.